Et moi, j'ai parlé de mon nom. Parce que il y a 20 ans, j'avais honte de porter mon nom, je vous le dis tout de suite. Et aujourd'hui, j'en suis fière. Je suis fière de porter mon nom de chemin. Qu'est-ce qui te rend fière? Qu'est-ce qui t'a permis d'être fière de ça? Qu'est-ce qui m'a permis? Parce que je me suis rendu compte. Parce que quand on est tout le temps rabaissé dans sa vie, par la société, par tout ce que la société nous renvoie, il arrive un moment, moi j'étais paumée, hein. On arrive à un moment où on est paumé. On a aussi des déboires. Hein. Moi j'ai eu des déboires à cause de ça. Je vais pas trop. Faut pas chercher un coupable, il n'y en a pas. Il n'y a pas de coupable. C'est pas ça que je veux dire. Mais moi, tout ce que j'ai vécu, du coup, voilà, j'ai eu des déboires. Mais j'ai toujours refait surface. Tout le temps. Parce que je me disais, j'ai pas le droit. Pour moi, j'avais pas le droit de laisser mes gosses comme ça. Il fallait que je me batte pour eux. Il fallait que je me batte pour moi. Parce que je savais que quelque part, c'était pas juste. Que tout ce qu'on lui faisait, c'était injuste. Voilà, ça c'est le début de l'histoire. Faut que je les enlève parce que je vais devoir laisser ce bureau. Pas laisser les gens, mais laisser ce bureau pour partir à mairie. Et voilà, ça c'est pour moi quand même le début de l'histoire. Père Joseph le s'appelle en 73. Et tout ce qu'il a pu dire qui m'a accroché et qui m'a emmené là où je suis. Tout ce qu'il a dit ce jour-là. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses, Christine. C'est une sacrée bonne femme que personne ne comprend, même encore aujourd'hui. On ne comprend pas qui elle est. Christine. La famille de Christine, la petite Lucie qui arriva après. Céline, elle habite à la cité. Voilà, cette photo, elle date de longtemps. Aujourd'hui, cette petite-là, elle est maman. Ah oui. Elle est maman, mais elle a tellement compté pour moi, cette petite-là, avec sa sœur ici. C'était une des familles, quand même, dont on parlait tellement mal à la cité, la famille Desmarais. C'était vraiment comme si tu disais la peste. Et ces petites, on a passé des heures ensemble dehors, avec les parents sur les marches de l'immeuble. D'ailleurs, c'est là qu'on était ce jour-là. Je me rappelle très, très bien aussi. Ça, Alain de Temps, c'est vraiment un homme aussi qui compte pour moi, parce que lui aussi, sa vie, c'est sans arrêt dur. Alain, il avait choisi un bocal, c'était la même université populaire, un bocal dans lequel il y avait un poisson, et il avait fait l'inverse. Il avait dit, en fait, quand on n'a pas de travail, on est comme un poisson, on est comme enfermé dans une maison, et on tourne en rond, on perd le sens des choses. Il avait dit ça. Et moi, ça voilà, ça, tu peux pas oublier ça. Émilien et Janine, voilà, tous les deux, on les a tous les deux, Émilien et Janine. Pour moi, ils ont été... ils m'ont aidé à me réconcilier avec mon histoire, avec ma vie, parce que, voilà, ils s'aiment comme des adolescents, et ils m'ont toujours donné la force de dire à des jeunes que s'aimer pour une vie, c'était possible. Vous avez vécu aussi des choses difficiles ici à Cherbourg. Tu te rappelles de ce logement qui t'a été donné, qui n'avait pas de porte? Oui, il m'avait donné un trousseau de clés. Les HLM. Il m'avait donné un trousseau de clés. J'étais content, moi. J'ai dit, je vais avoir un logement, quoi. Alors, on me fait voir le logement. Pas de fenêtre, pas de porte. Là, c'était Anne-Florence.
Non, Non, c'était Laure. C'était Laure et Monsieur Cousin. C'était Laure et Monsieur Ils Cousin. se sont occupés de ça. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Il dit, mais tu as les clés de l'appartement? Ben, j'ai dit, oui, j'ai les clés de l'appartement. J'ai les clés, mais il n'y a pas de porte. J'avais écrit une lettre au président de la République, enfin, c'est moi. Avec Monsieur Cousin et Voilà. Laure. Pour Et dénoncer. après, j'ai eu un blâme parce qu'on m'avait dit, l'assistante sociale était venue me voir à la maison, on m'a dit, vous n'auriez jamais dû faire une chose comme ça. Vous auriez dû passer par voie hiérarchie. J'ai dit, parce que vous avez passé, vous, par voie hiérarchie, vous? Pour nous foutre dans la misère? Non, vous n'avez pas fait. Alors quand on est dans la merde, vous nous les laissez. Alors ne dites pas que vous faites le nécessaire, c'est pas vrai. C'est bien, tu avais bien réagi. C'est pas vrai. Alors j'ai dit, eh ben, moi j'ai dit la seule chose que j'ai. Mais il me dit, vous savez, le blâme qu'on a eu, j'ai dit, moi le blâme que vous avez reçu, moi j'en ai pas entendu parler. Je suis pas au courant. Même que j'étais au courant, j'étais pas au courant. Puis après aussi, Emilien, vous avez aussi beaucoup accueilli vos enfants chez vous. Quand ils étaient sous mesure d'expulsion, quand on a failli placer les enfants aussi. Oui, mais c'est ça la famille, c'est ça. C'est ce que je dis. On ne peut pas mettre un enfant dehors. Bien sûr. Tel âge qu'il a, qu'il ait 60 ans, qu'il en ait 25, on ne peut pas mettre un enfant dehors. La maison est trop petite, mais le cœur est grand. Jean-Marie, c'est mon petit frère. Mon petit frère, oui. Oui. Tous les mots sont bons. Alors, on ne peut pas en choisir un plus que l'autre. Ils sont tous bons. Ah, ça c'est touchant. Engagé, discret, passionné, présent, tenace, tout ce qu'il y a de plus vrai, quoi. Il était mobilisateur aussi, parce qu'il aimait rencontrer des gens. Et il écrivait beaucoup sur des... Il prenait des exemplaires sur des journaux, différents journaux. C'est vrai. Et vraiment, on a perdu beaucoup, quoi. Vraiment. Il avait la tête quand même, regarde. Ah, il avait la tête sur les épaules. Regarde sa tête. Il n'a pas n'importe quelle tête, notre Jean-Marie. Ah oui, ça aussi c'était beau. Jean-Marie, il a fait une évaluation personnelle du programme Carmonde Université et il l'a adressé aux militants et il dit « J'ai vécu ce programme avec ses hauts et ses bas, avec le stress. Vais-je réussir ou pas pendant la durée de 2 ans? Le livre est là. C'est un honneur pour toutes les familles du Carmonde et le mouvement, car c'est l'ensemble des familles du Carmonde et le mouvement qui sont dans ce projet. En tant que militant, acteur-auteur, j'éprouve une grande fierté légitime personnelle. Cela m'a permis de réfléchir sur ma propre vie et surtout sur celle de toutes les familles. Participer à l'élaboration et à la production des 5 mémoires avec des universitaires m'a permis à moi et à d'autres militants avec peu de références scolaires d'être reconnus comme une personne qui sait penser, analyser, écrire. Écrire, c'est rentrer dans l'histoire, car c'est notre vie, notre histoire qui vont être maintenant entre les mains de la société. Voilà, c'est là que notre histoire commence. Sera-t-il un défenseur des droits de l'homme, celui-là? Ça dépend. J'espère qu'il a quelques gènes déjà ancrés. C'est beau de faire connaissance. À partager. Est-ce que c'est... Mais c'est aussi une histoire qui continue, non? Ah bah oui. Ah oui.
Il fait partie de la chaîne. Parce qu'on est de la même famille. Petit cœur. Quand même, c'est des souvenirs qui sont douloureux et en même temps tellement vrais encore aujourd'hui pour les enfants. Et moi, c'est ça qui me fait mal quand je vois les enfants qui reviennent avec plein d'autres choses. Je me dis, mais comment c'est possible encore aujourd'hui qu'on maltraite. C'est... Franchement, c'est... Mais j'ai aussi rencontré dans cette école une institutrice qui a été d'une douceur avec moi. Elle, je l'avais rencontrée dans le cadre du travail de la coopérative où on faisait un journal pour la classe. J'étais une enfant super dynamique, qui aimait bien faire des choses, qui aimait bien rendre service. Donc tout ça, ça m'intéressait en fait. Je m'intéressais à l'école, à la vie et j'avais des capacités. Je me rappelle, je faisais des articles dans le journal pour l'école. On me laissait faire des choses comme ça. Mais on me laissait parce que je rendais service. On me le laissait faire, pas pour que ça m'aide moi, mais c'est parce que ça aidait l'école qu'on me laissait faire. Parce que, au final, pour moi, j'ai eu aucun retour de tout ça. Mais Mademoiselle Ferré, que j'ai rencontrée à cette époque-là, elle a vraiment essayé, auprès des autres maîtresses, de dire qui j'étais. Elle a pris position pour moi. Des fois, je me souviens, quand des enfants... me maltraiter, m'insulter, elle venait, ou même des fois il y a des parents qui m'attendaient à la sortie de l'école pour dire qu'il fallait pas que j'approche leur fille, que j'étais une pouilleuse et tout ça. Elle venait jusqu'à la sortie là, comme ça, et elle me défendait devant mes parents et vraiment elle était à côté de moi dans le rang de la sortie de la classe jusqu'à la barrière. Elle restait à mes côtés, Mademoiselle Ferré. Et elle trouvait pas juste ce qu'on me faisait vivre. Mais voilà, elle était la seule ici que j'ai rencontrée, mais elle n'a pas fait le poids. Tu as cette phrase au mur, non? L'enfance, c'est la terre qui nous nourrit toute notre vie durant, c'est ça? Quelque chose comme ça. Il y a une phrase comme ça. Je n'ai plus en tête non plus, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Ce que tu fais à un enfant, mais petit, c'est des blessures terribles. Et terribles. Mais tu vois, mais c'est ça aussi qui est terrible, c'est qu'à cause de la manière dont tu es traité, tu peux pas avoir les codes de fonctionnement d'une école. Et quand moi, mes enfants grandissent, j'ai fait beaucoup d'erreurs avec eux aussi. Parce que j'avais pas ces codes et qu'ils avaient réussi. En fait, ils ont réussi à me faire croire que mes parents n'étaient pas des bons parents. Et j'ai fini par croire que moi aussi, avec mes enfants, j'allais pas savoir leur donner accès à l'école et tout ça. Alors qu'en fait, je me suis bien fait couillonner parce que c'est pas que j'avais pas accès à l'école, puisque j'y allais et que j'étais une super bonne élève. Mais vraiment, en fait, c'est eux qui n'ont pas voulu de moi. C'est eux qui n'ont pas voulu de moi. Mes parents sont absolument pas en cause dans cette affaire-là. Absolument pas. C'est vraiment l'école qui n'a pas voulu de moi. C'était clairement, à cette époque-là, pour des enfants comme nous, c'était une évidence qu'on misait rien et on sortait du système scolaire à 14 ans et on allait bosser. Clairement, c'était ça. C'était pas pour nous. Bonjour. Donc je vous présente nos intervenants. Elles vont vous expliquer exactement ce qu'elles font au sein du mouvement. Donc Martine Lecor,
qui va animer cette co-formation, puisqu'on va voir ce qu'on entend par cette co-formation. Et notre deuxième animatrice, Annie Zakani, qui a aussi un profil qui va vous intéresser autant que celui de Martine. Mais peut-être on peut prendre un temps, si chacun pouvait justement dire son nom et ce qu'il a envie de faire. Ça peut être sympa, non? Oui. Allez, on y va. Si tu veux bien commencer. Moi? Ouais. Moi le premier. Allez. D'accord. Moi, je m'appelle Mathieu, j'ai 22 ans. J'aimerais... je suis ici en prépa pour préparer mon concours d'éducateur spécialisé en priorité et passer celui de moniteur éducateur également aussi. Je m'appelle Sarah, j'ai 18 ans et je suis là pour préparer mon concours d'assistante de service social. Pour résumer, on peut dire qu'on a un mouvement des droits de l'homme, un mouvement de lutte contre la misère, avec une particularité, c'est qu'on n'est pas du tout dans le caritatif. C'est-à-dire, dans le mouvement, il n'y a pas de distribution, il n'y a pas de celui qui donne et celui qui reçoit. On apprend les uns des autres et on apprend à partir de celui sur qui on compte le moins. Ah oui, non, on va faire une feuille pour que il y a des questions qu'on mettra. Moi j'ai mis comment peut-on atténuer cette pauvreté? C'est peut-on sortir de la pauvreté aussi? Comme ça. Ouais, ça va bien. Ok. Vous prenez peut-être une affiche. Ouais. Et vous faites d'abord une affiche autour des représentations que vous avez de la pauvreté. Ouais. Vous mettez en gros en haut pauvreté et ensuite vous mettez d'accord sur les mots. Il vous en faut 10. Donc vous voir s'il y a des répétitions, si vous choisissez les répétitions ou vous voulez amener d'autres éléments. Ok ? Ça marche. Vous faites pareil après pour l'autre. Et en bas, vous mettez votre question ou vos questions. Tu peux aussi laisser ton moment, et après, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Eh ben, mets-moi qu'ici. Comme ça, on cherche ce qu'il y a derrière. Pourquoi tu veux le mettre à part? Comme ça, on cherche ce qu'il y a derrière. Mais là aussi, on va chercher. Là aussi, on va chercher. La famille, nous, on sait ce que c'est. Ah, mais c'est important de savoir qu'est-ce que vous mettez exactement derrière les mots. Tu vois, des fois, on croit que c'est pour tout le monde pareil. Oui. Donc, c'est aussi ça l'exercice qu'on va voir. Donc, c'est intéressant. Martine, elle a fait le même travail, elle a fait le même exercice avec des militants du mouvement TD Carmont, donc des gens qui vivent la grande pauvreté. Leur représentation à eux sur la pauvreté, sur les professionnels du travail social. Le mot dépendance, je vois pas où les militants veulent en venir. C'est un papa qui a choisi ce mot-là pour dire, quand je pense à la pauvreté, en fait, il me vient tout de suite le mot dépendance. C'est parce que justement, quand on est en condition de survie permanente, on dépend toujours des autres pour réussir. On dépend des associations caritatives, on dépend des services sociaux. Tu vois, on a une vie, en fait, qui est sans arrêt à dépendre de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire la pauvreté t'oblige à la dépendance et t'empêche de pouvoir faire tes propres choix. Sous le mot savoir, l'idée qu'avait Marie-Thérèse, c'était de dire, en fait, sous prétexte qu'on est pauvre, les gens savent pour nous ce dont on a besoin. Vous voyez, vous avez beaucoup parlé tout à l'heure du manque en pensant la nourriture, etc. Et j'ai en tête une Nadine qui est décédée aujourd'hui, mais qui a passé plus de 15 ans à la rue. Une femme à la rue qui, elle aussi, avait ses habitudes, comme tu le disais tout à l'heure, devant un magasin. Et elle était là, et sans forcément tendre la main, mais elle était là, et les gens voyaient bien que c'était une femme
de la rue. Et elle nous a dit un soir, en fait, pendant 15 ans, j'étais à la rue, j'étais assise des journées entières près d'un magasin, et les gens passaient, parfois ils me donnaient quelque chose, souvent un sandwich, souvent un verre d'eau, une pièce, rarement. En général, les gens me donnaient ce qu'ils considéraient bien pour moi. Et elle dit, j'ai toujours reçu du pain, un peu de lait, un peu d'eau, mais jamais personne ne m'a donné un livre et c'était ce dont je rêvais. Donc, quand on dit savoir, c'est aussi, les gens eux-mêmes souvent savent de quoi il y aurait besoin. Parce qu'en fait, on sait tous que pour vivre, on a besoin de boire et de manger. Mais au fond, est-ce que c'est ça le plus important? Et qui décide que c'est ça le plus important au quotidien, je veux dire? Et comment on sait ça quand on est professionnel du travail social? Parce que si on a que les manques, que tout ce qui ne va pas, et qu'on n'a pas ces idées-là dans la tête, on ne va pas agir de la même façon si on a ces idées-là ou si on n'a que celles-ci. Si on n'est que dans les manques, on va essayer de combler les manques. Notre action, elle va essayer de combler les manques. Et puis le jour où on va voir quelqu'un qui s'écroule, pendant 15 jours, là, qui a baissé les bras, si on la voit à ce moment-là, on va se dire... Non, ben, vous voyez bien, de toute façon, ça confirme ce qu'on pensait. Hein. Elle n'a aucune énergie, elle est incapable de se bouger, elle doit être profondément déprimée. Peut-être, depuis quand, comment on va aider la personne à se relever et comment on va croire aussi que cette personne-là, elle n'est pas seulement manque, elle n'est pas seulement détresse, elle n'est pas seulement effondrée ou déprimée, mais que derrière cette personne-là, il y a aussi de la force, du combat, des savoirs. Comment je vais partir des savoirs de la personne sur sa propre expérience, là, ça ne va pas en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle peut en dire, cette personne-là, pour qu'elle puisse et que je puisse avec elle trouver des solutions. Ah ah! On a droit au comité d'accueil. Comment ça, t'as pas mis le tapis rouge? J'ai oublié, il y avait du vent. Merde alors! Il y avait du vent, je me suis dit, il va partir. Ça va? Ça va, impeccable. Voilà, t'as vu? Tu connais tout le monde? Siméon? Presque. Anne-Claire? Anne-Claire, oui. Merci beaucoup. Bonjour. Ouais. Ça va? Martine a aussi été là pour mes petits-enfants, aussi, quand il a fallu... parce que la relation avec le papa a été très compliquée. Bon, quand ils ont perdu leur maman, ils étaient très jeunes. Sébastien avait que 2 ans et Christy avait pris 3 ans. Enfin, elle allait prendre 4 ans au mois de septembre. Donc, ils étaient très petits, donc ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Et moi, c'est aussi le mouvement, des personnes du mouvement qui m'ont fait prendre des décisions importantes, comme par exemple Dominique, qui m'a dit qu'est-ce que vous comptez faire avec vos petits-enfants? Alors, quand on perd sa fille, on est perdu, on est dans le vide, mais il y a aussi les 2 petits qui étaient là, le papa qui était perdu complètement, qui avait ses enfants avec lui, mais il n'arrivait plus, il avait perdu pied. Et puis je me suis décidée à prendre rendez-vous moi-même avec les éducateurs. Donc quand les enfants étaient convoqués à l'éducateur, étant donné que le papa refusait, il n'y allait pas. Et t'avais parlé avec Alain quand même. J'en avais parlé avec Alain et j'y avais dit, moi, je pense les emmener. Et là, il m'a répondu, faites ce que vous pensez. Voilà. Faites ce que vous pensez, faites ce qui vous semble bien. Moi, j'ai confiance en vous. Voilà. T'avais son accord. Et comme j'avais son accord et qu'il avait il m'avait donné sa confiance et que moi, voilà, je savais bien, j'avais bien compris aussi que voilà, c'était plus possible et qu'il fallait faire autrement. Donc j'ai été au-devant des éducateurs et heureusement que je l'ai fait, parce que je l'aurais pas fait, ils auraient placé les enfants. Les enfants auraient été placés et du coup, quand il y a eu ce premier rendez-vous au juge, j'étais en panique totale parce que je me suis dit, le juge me les donnera jamais. J'ai pas d'argent, j'avais pas de meubles dans la maison parce que j'avais été expulsée une fois déjà.
J'avais été plein de fois coupée d'électricité, pas d'argent, séparée, seule avec 2 enfants. J'en prends 2 qui sont pas à moi, c'est mes petits-enfants. Qui me les confierait? Qui me ferait confiance? Et on est allé au juge. Et la première fois, l'éducateur qui avait dit je vous soutiens, je suis d'accord avec vous. La première fois, devant le juge, dit j'avais pensé demander qu'on confie la garde des enfants à Madame le Prince, mais vu sa situation, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Et là, j'ai dit putain, c'est mal barré. Désolé. J'ai dit, c'est mal parti. Qu'est-ce qui va se passer? Et je me souviens, on ressort du tribunal et Martine se prend de bec avec l'éducateur et lui dit mais attendez, je comprends pas, ça veut dire qu'on place encore des enfants sur du social. Mais non, c'est pas ça, vous avez rien compris. Martine lui dit mais enfin, soutenez-la, apportez-lui l'appui dont elle a besoin pour élever ses petits-enfants correctement et vous verrez que la situation sera pas la même. Déjà, si elle avait déjà les prestations pour les enfants, déjà, elle serait pas obligée d'aller demander des aides, ce qu'on lui refuse systématiquement. Essayez de voir les choses différemment. Et c'était pris de bec avec lui, grave. Et ce jour-là, voilà, ça n'avait rien donné. On m'a rien accordé. Le juge a ordonné une enquête sociale. Le juge a ordonné une enquête sociale, donc aux écoles, au service social, ici. Il posait plein de questions sur mes enfants, sur mes petits-enfants, des choses qui n'avaient rien à voir. Des choses sur les voisins, sur l'école. Mais ils se permettent toujours des choses comme ça, en fait. Les services sociaux et tout ça, ils se permettent toujours des choses comme ça. Et si on n'est pas accompagné, si on n'est pas soutenu, si on n'a pas quelqu'un avec nous, ne serait-ce qu'en simple témoin, eh ben, on se fait avoir, quoi. Parce qu'on a très peur. Et du coup, Martine... voilà, elle était là, et ce coup-là, je leur ai dit, je veux qu'elle soit là. Le rendez-vous au juge a été pris, et je suis allée devant le juge, et là, l'éducatrice qui suivait les enfants m'a dit, c'était la première fois, elle m'a dit, Madame le Prince, qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous voulez? Et j'ai dit, moi, j'aimerais qu'on m'autorise à élever mes petits-enfants correctement, qu'on m'en donne la possibilité. Et là, l'éducatrice m'a accompagnée ce jour-là et a demandé ce que moi j'avais demandé. Et là, le juge, pour la première fois, nous a vus avec les petits-enfants. Ils étaient complètement perdus, ils se blottissaient contre moi et tout. Et moi, j'avais très très peur aussi, je voulais pas leur montrer. Si jamais on me dit les enfants s'en vont, ça aurait été la fin du monde. Parce que voilà, j'aurais pas trouvé ça normal pour eux. Moi, égoïstement, je pense aussi. Et du coup, le juge a dit, on va faire un essai, on va vous les confier pendant 1 an. Et ça a été un soulagement. Et Martine nous avait emmenés en voiture. Et on a prévu de faire. On a crié, ce que j'avais prévu de faire. Qu'est-ce qu'on avait dit avant de rentrer? On avait dit, parce que toi, je me souviens que tu étais morte de peur. Tu avais tellement peur qu'on te les enlève. Et je t'avais dit, moi j'étais sûre qu'il n'allait pas le faire. Toi, tu étais sûre, mais moi non. Je t'ai dit, il va pas faire ça. Il peut pas te faire ça. C'est impossible. Et on s'était dit, si jamais il fait ça, on alerte la presse. Ah oui, oui. On fait un bordel, mais on n'acceptera pas. Ouais. Je t'ai dit, on s'engage à ça si jamais ça se passe mal. C'est vrai. Mais ça s'est bien passé. Et ça s'est bien passé. Et en sortant, les enfants, ils ont sauté au cou à Martine. Il y avait les secrétaires qui étaient là. On reste avec mamie, on a le droit. Le juge, il a dit oui. Et ils étaient ravis. Et moi, pareil, en sortant, j'ai poussé un cri, mais vraiment, en parlant à ma fille, en lui disant, voilà, on a réussi, tes enfants ne vont pas partir. Au moins pour l'instant, quoi. Moi, j'ai toujours en tête ça, que c'est toujours possible. Mais c'est aussi parce qu'on avait déjà voulu enlever tes propres enfants. Voilà, on a aussi voulu enlever mes enfants. Donc du coup, voilà, je me dis, on n'est pas à l'abri. Voilà. J'ai réussi à garder par chance mes enfants et ils n'ont jamais été enlevés. Mais ça aurait pu arriver à plein de moments. Donc voilà, quand on a été expulsés, par exemple, on s'est caché. On s'est caché. Je n'ai pas dit à l'école que mes enfants avaient perdu le logement. Qu'on avait perdu le logement.
Le danger, c'est ça, quand les gens ils viennent de l'extérieur et qui juste ils entendent les gens là où ils sont sans mesurer d'où ils viennent ni le chemin parcouru. Les gens disent mais en fait ils pourraient, c'est exactement ce que Priscilla nous dit. Ben mais en fait ils pourraient faire ci, ils pourraient aller dans la défense de tel locataire, ils pourraient aller dans tel syndicat, les gens ils savent se débrouiller et tout, mais ils ignorent complètement dans quoi leur vie est enracinée et le combat qu'ils doivent mener pour le quotidien, quoi. Et si on n'est pas là avec les gens, nous aussi on va se tromper. Nous aussi on va se tromper et nous aussi on risque de faire des gens des singes savants uniquement. Et moi je me refuse à ça. Et le Père Joseph m'a tellement aidé moi à ce niveau-là, quoi. Il m'a tellement mis en garde. Il m'a obligé à des choses et je crois que c'est cette exigence-là qu'il avait avec moi qui continue de me porter. C'est pour ça que je suis très exigeante. Je suis exigeante avec moi, mais je suis aussi exigeante avec mon peuple parce que je veux pas qu'on se foute de sa gueule. Et moi, je peux pas me foutre de la gueule des miens. Donc, si je me fous pas de la gueule des gens, il faut que je sois là et on est ensemble dans une vie. Mais les gens entrent aussi dans ma vie. La proximité et l'urgence, pour moi, ça doit tout de suite dire notre disponibilité. On n'a pas le droit de réfléchir. Et pas le droit de peser. Où est-ce que c'est mieux d'aller? C'est une évidence pour moi. Ça, c'est une évidence. C'est comme ça. Non, par contre, ça me plaît pas, c'est sur le bureau. Martine, elle dit tiens, beaucoup. Voilà. Mais on était dans la voiture, là, en train d'écouter. Et quand je t'ai vu, Prissou, là, que tu m'as fait signe, je me suis dit, ah, faut qu'on fasse quelque chose ensemble, peut-être. Et particulièrement pour toi. Autrefois, on disait de vous que vous étiez les clous du jarret. On disait de vous que vous étiez, n'est-ce pas, les truands. Non, vous n'étiez pas les truands, des clous de jarret. Et on savait que vous aviez, vous plus que n'importe qui, quelque chose à dire pour mystifier le monde, pour démystifier le monde, pour empêcher que le monde reste dans son aveuglement et dans sa crasse. Car vous savez, vous, ce que c'est que la justice. Vous qui avez vécu d'injustice, vous savez ce que c'est que le travail, vous qui n'avez pas de travail dans vos mains. Vous savez ce que c'est que l'instruction, vous qu'on a privé de l'instruction. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas, pratiquement, d'être sans amis, vous qu'on a coupé d'amitié. Voilà la race que vous êtes, voilà les hommes que vous êtes. Et voilà ce que vous avez pris conscience d'être aujourd'hui. Vous faites partie d'un long héritage, d'un long lignage. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous n'êtes pas né de la planète hier. Vous êtes ceux qui avaient hérité de toute la misère du monde et qu'on a mis sur vos épaules de façon à vous empêcher de relever la tête. Ouais, c'est comme ça que j'ai rencontré le Père Joseph. Et c'est à cause de lui et de ce qu'il a dit là que je suis devenue une militante en fait. Parce que ce qui sortait de sa bouche, c'est quelque chose que j'avais là et que moi j'osais pas dire. Tu vois? Et lui, il nous a libérés, quoi. Et c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est ensemble, Angélique. C'est pour ça, Prissou, que tu es avec nous. Et c'est pour ça aussi que tu veux t'engager à l'université populaire, toi. Hein? Comment ça te parle, ce qu'il dit? Comment... Ben, faut continuer, faut pas baisser les bras, faut penser à lui. De toute façon, faut jamais baisser les bras. Ouais. Faut toujours se battre et rester à se battre. Comme tu dis, Prissou, de se battre. Parce que c'est ça qu'il nous a proposé, le Père Joseph. Il nous a proposé un combat. Il nous a proposé un combat à partir de notre histoire. Et ton histoire, Prissou, celle avec ta maman, celle avec la mienne, parce que on a aussi notre histoire ensemble, des choses que toi tu vis aujourd'hui, que moi j'ai vécues quand j'étais jeune aussi, qui sont les mêmes choses en fait. Et on se met ensemble pour que tout ça, un jour, ça puisse s'arrêter et que d'autres n'auront pas à vivre tout ça. Et c'est un vrai combat parce que tu vois, moi j'avais 18 ans quand j'ai démarré, je suis encore là aujourd'hui. Mais je suis là aujourd'hui parce que ta mère, elle accepte d'être là et elle est plus jeune que moi. Et parce que toi, tu acceptes d'être là et tu es encore plus jeune. Évidemment que ta maman est bien plus jeune que moi.
Mais tu vois comment c'est de la bonne contamination, ça, non? Hein? Des fois, on a peur d'attraper, d'être contaminé par une maladie. Mais cette maladie du militantisme, c'est quand même une sacrée belle maladie, non? Hein? Ça vaut quand même le coup, non? Ça donne du sens, hein, à la vie. Moi, je te jure, je remercie tous les jours Laetitia. Qui t'a offert le mouvement. Oui. Moi, tout le temps, je te jure, chaque fois que je vais aux UP, chaque chose que je fais, je pense à tout le monde, mais elle a sa place particulière. Elle t'a offert le Bah, mouvement. normal, c'est elle qui t'a montré la télé et grâce à elle, au moins, je peux trouver que je suis fière de toi. Et que t'as beaucoup changé depuis que t'as connu la télé Carmonde quand même. Mais oui, vous voyez une maman que vous avez rarement vue. Ah bah là, c'est une autre mère, là. C'est une nouvelle mère. Et moi, je suis plus fière de vous aussi.